Du coup, voilà, on va commencer. Du coup, moi, là, je veux rentrer directement dans le vif du sujet parce qu'on a pris un peu de retard. Moi, je veux qu'on parle du coup directement de ton processus créatif. Et pour te dire, moi, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est que, en fait, tu as un rapport au résultat qui est différent. Dans le sens où, moi, tu vois, genre, il y a un an et demi, j'ai fait l'expo que tu as faite. Et j'étais là, je me disais, mais en fait, moi, jamais je mets des dessins sur du papier A4, comme ça, juste sur des murs, et après, je suis content. Parce que du coup, j'avais un rapport au résultat qui était très compliqué, et je me voyais pas du tout faire ça. Parce que je me définissais beaucoup par ma créativité, et juste mettre ça sur un mur, c'était très compliqué émotionnellement pour moi. Et du coup, quand j'ai vu ça, j'étais avec un ami à moi qui est Victor, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais en fait, c'est que ça qui est intéressant. Et moi, je veux que justement qu'on parle de ce rapport au résultat que tu as et comment, justement, d'où ça vient et comment tu fais pour avoir un bon rapport à ça. Et du coup, on parle de résultats et de non-rapport au résultat, on parle aussi d'expérimentation. Donc, on peut commencer par ça. Du coup, comme tu as dit, il y a une sorte d'évolution au cours des différentes expos que tu as pu voir mon travail. Il y a un truc où, depuis que je suis tout petit, en fait, je joue énormément aux jeux vidéo. Il y a un truc en fait, je jouais sur PS2 et j'avais pas en fait de carte mémoire à l'ancienne. Ça veut dire que chaque fois que je jouais à un jeu, en fait, du jour au lendemain, en fait, à chaque fois, je recommençais le jeu à zéro. Ça veut dire je crois que j'ai pu passer au moins 5 ans à rejouer au même jeu, et à chaque fois, en fait, je l'ai recommencé à zéro. Et ça m'a mis une barrière où psychologiquement, j'ai beaucoup moins peur de l'échec, parce que je sais que le lendemain, il faut recommencer à zéro. Et indirectement, ça, je l'ai un peu appliqué à ma manière de travailler, dans la mesure où tous les jours, je me réveille. Dès que je passe sur ma feuille de dessin, je peux refaire mes bases sans avoir peur de la redondance en fait, du travail, parce que je sais que sur la durée, en fait, ça va faire la différence. Comme on a dit là pour le jeu vidéo, je sais qu'après, à force de... En fait, le truc, ça va être que plus je joue longtemps, en fait, plus je vais loin dans l'histoire. Et là, c'est jour après jour, en fait, ma qualité de dessin, on va dire, elle s'améliore. Après, même si c'est pas en journée, en semaine ou en mois, ça s'améliore. Et après, il faut que, avec de l'observation, en écoutant aussi pas mal d'autres artistes aussi qui travaillent, ça me permet aussi de comprendre que faut que je travaille intelligemment aussi, que je comprenne où sont mes défauts aussi pour pouvoir les travailler aussi. Il y a toute cette méthodologie que je mets en place pour pouvoir m'améliorer constamment. Et quand tu parles d'exo, tu veux parler de quoi? C'est-à-dire C'est-à-dire que dans le dessin, tu as tout ce qui est perspective, l'anatomie, le travail de mise en page, après le storytelling, après ça vient aussi, tout ce qui est écriture de personnages. Tu as plein de sous-éléments en fait, qui font que tout un dessin en fait, peut raconter une histoire, le fait qu'il y ait ou pas de texte en fait. Et justement, à force de voir des artistes, et les écouter aussi, je comprends que, ok, peut-être, par exemple, en ce moment, mon inspiration principale sur tout ce qui est anatomie, on va dire, c'est Araki, du coup, qui fait Jojo Bizarre Adventure. Du coup, je peux me baser sur lui. Après, storytelling, en ce moment, quelqu'un qui me marque beaucoup, ce serait Urasawa, donc de Tony and Cherry Boys. Pareil, je vais m'inspirer peut-être de son travail pour tout ce qui est storytelling, par exemple de présentation de personnages. Et après, composition, on va dire quelqu'un qui fait des bonnes compositions, Tite Kubo de Bleach, qui a des bonnes compositions qui sont assez aérées et tout. Et en fait, je vais, on va dire, comme faire une sorte de synthèse en fait, de mes inspirations. Et après, je vais les appliquer à mon travail. Et du coup, il y a deux questions qui me viennent en tête, mais premièrement, je pense que comment tu fais pour pas être la somme de tes références, mais plutôt les assimiler? Est-ce que tu as identifié des points qui font que t'es pas juste, tu copies pas juste Araki, tu t'appropries, tu fais ton art personnel qui est hyper reconnaissable? Ça, en vrai, c'est grave intéressant, parce que ça, je pense, en vrai, ça vient en vivant aussi, en vivant, en étant attentif à ce qui est autour de soi. Et aussi en expérimentant, comme tu as dit. Moi par exemple, je suis pas que sur le dessin, je fais aussi à côté un peu de photos, un peu de vidéos, de l'animation aussi. En fait, j'apprends par la copie, on va dire.
Et au fur et à mesure que je vis, mon œil il voit des choses aussi. Indirectement, ça fait comme une sorte de synthèse automatique, on va dire. Et je sais aussi psychologiquement, quand je travaille, j'ai pas envie de copier, en fait, d'être la copie d'une personne. Du coup, je me dis, je me le dis. C'est quelque chose aussi que j'essaye de travailler, d'apporter quelque chose de rafraîchissant dans mon travail pour que ce soit amusant aussi pour moi. Et concrètement, du coup, comment tu fais? Alors, tu fais un smoothie de plein de choses qui fait que ça te ressemble, et par quel moyen? Parce que je sais que par exemple Basquiat, c'est par son message, parce qu'il allait beaucoup, tous les mercredis il allait au musée, et du coup il prenait beaucoup d'éléments, même des fois tels quels, juste il avait le style Basquiat, mais par son message, en fait il s'appropriait la chose, et du coup dans ses peintures tu pouvais voir du Basquiat, on peut reconnaître très facilement du Basquiat. Du coup toi, concrètement, comment tu fais justement pour assimiler ça et le réutiliser en fait? Je pense un peu pareil, par mon message c'est un peu gros, par le fait aussi que je laisse aussi beaucoup de place à l'erreur et indirectement j'ai pas envie que mon tracé soit parfait. Je sais en tout cas pour le dessin, j'ai pas spécialement envie que mes tracés soient constamment parfaits. Et je trouve que j'essaye de faire que ma mentalité, sur le moment, elle représente aussi mon style. Elle représente mon style graphique, tout le fait que ça ressemble pas à mes influences. Ça ressemble un peu à mes influences. Moi, je le vois quand ça ressemble un peu à mes influences. Mais après, j'essaie justement d'avoir ce lest, ce truc où c'est beaucoup plus détendu. Ouais, en vrai, j'essaie de me faire plaisir aussi. Et le plaisir aussi, je le trouve dans cet inconnu entre mon inspiration et là où je veux aller. Ok. Et moi, je me souviens, on avait discuté un jour, et tu me disais que dans ta manière d'apprendre, parce que la technique est une partie de la créativité aussi, dans ta manière d'apprendre, tu t'es inspiré des sportifs. Est-ce que tu peux nous parler de ça justement? Ouais, du coup, comme on l'a dit précédemment, tout ce qui est process d'apprentissage, de travail justement des différentes sous-disciplines du coup du dessin. Il y a ce truc aussi où il y a la répétition aussi qui est primordiale surtout pour le dessin, parce qu'en vrai tu dessines pas constamment, tu vas pas t'améliorer en dessin. Il y a ce truc, du coup comme à côté aussi je fais du foot, où on répète souvent nos gammes aussi, et c'est ce qui permet de nous améliorer, d'être beaucoup plus efficace en match. Et c'est aussi ce que j'applique au dessin, du coup de répéter mes gammes, du coup faire des cercles par exemple, très simplement des cercles, des tracés de lignes. C'est des petits trucs qui à la longue aussi font la différence. Et ça permet justement de s'améliorer, d'être plus à l'aise. Et après aussi il y a ce truc dans le foot où pour être efficace aussi il faut être un peu imprévisible. Du coup c'est bien aussi de casser sa routine au niveau de l'apprentissage et chercher plus loin pour pouvoir pousser son travail. Et du coup, il y a un élément je pense qu'il faut qu'on revienne absolument dessus, c'est l'observation. Et est-ce que tu peux, genre par exemple, les 3 dernières observations qui ont influencé ton art ou même ta vie, parce que quand on parle d'art, on parle de vie aussi, et parce que en fait, observer, je trouve que c'est un truc qui est contre-intuitif, mais en fait, à force d'être attentif, tu le disais tout à l'heure, en fait, même naturellement, même inconsciemment, en fait, tu vois des choses. Par exemple, moi, il y a un exercice que je me suis fait il y a 2 ans, juste parce que j'avais besoin de trier mes photos, du coup, je me suis fait un Instagram spécialement pour recenser mes archives. Et en fait, c'est un truc trop drôle qui s'est passé, c'est que, en fait, naturellement, du coup, je voyais mieux ce qui me correspondait et j'arrivais mieux à mettre des mots dessus. Je pouvais dire absurde, je pouvais dire rapport, fiction-réalité, des mots qui sont importants dans mon art. Et alors que j'ai pas fait ça consciemment. Donc, toi, les 3 dernières, elles commencent à un peu impacter ton art. Là, mes 3 dernières influences, je dirais Miyazaki. Surtout sur la partie décor et rapport à la nature. Comme là en ce moment, en fait, je suis sur un manga court où justement il y a tout ce truc de voyage et de parcours de décor. C'est quelque chose qui m'inspire beaucoup aussi son travail d'exploration. Là, je suis en train de lire Nausicaa justement, où il y a grave ce truc d'exploration, de découverte d'univers et de la nature. Après, il y a constamment aussi Christopher Nolan sur le travail justement de la non-linéarité et aussi son traitement du temps.
Ça aussi, ça m'inspire énormément en ce moment. Hideo Kojima aussi. Là, c'est plus dans le jeu vidéo du coup. Les sujets qu'il traite en fait dans ses jeux, il les pousse vraiment à un niveau limite. C'est des films en fait, ces jeux vidéo. Totalement. Et ça, c'est quelque chose qui me marque énormément. Même le fait qu'il amène en fait des acteurs à travailler sur ces jeux, d'autres réalisateurs aussi. Du coup, c'est bon en fait de voir qu'il travaille avec des personnes qui sont aussi extérieures du monde du jeu vidéo. Et ça aussi, c'est indirectement quelque chose que j'ai bien envie de faire et que je fais déjà aussi dans tout mon process créatif. Par exemple, je sais que... il y a Samia, par exemple, qui m'assiste beaucoup sur la réécriture justement de mes mangas au quotidien. Ou après aussi, quand je suis amené à collaborer aussi avec d'autres personnes, aussi pareil, il y en a qui sont pas spécialement... soit dans l'animation ou le voice acting, c'est aussi pareil, j'amène des gens qui sont pas du tout du milieu et voilà, je leur laisse la place aussi. Et du coup, ça me fait une transition parfaite parce que tu fais beaucoup de choses différentes. Donc, tu fais le tag, l'animation 3D, du dessin, du design, de la musique et de la photo aussi. Du coup, qu'est-ce que ça t'apporte de mettre ta créativité dans toutes ces formes différentes en fait? Et comment tu vois ça pour la suite de ton art? Ce que j'aime bien en fait, justement, le fait de toucher un peu à tout, ça me permet de m'exprimer sous différentes échelles et avoir touché des sujets aussi différents. Par exemple, là, en ce moment, mon manga, c'est plus de l'exploration pour les personnages, du coup, c'est pas mal de travail de décor. La photo, en ce moment, j'en fais peut-être un peu moins, ou sinon, je capture juste des moments que j'ai envie de capturer, je ne me casse vraiment pas la tête dessus. Musique, c'est vraiment quand ça vient, sinon je me force pas du tout. Et indirectement, tout peut être mêlé sur un projet, un seul et même projet, ou sinon chaque discipline a ses projets aussi respectifs. Du coup, quand tu imagines un projet, tu essaies de lier justement toutes ces formes-là et utiliser les compétences que tu as développées dans tout ça pour faire un projet qui est beaucoup plus riche. Ouais, c'est ça. Ou sinon, j'appelle des gens aussi autour de moi. Je trouve, par moment, en fait, je pourrais tout faire tout seul. Mais je me dis aussi que ce serait intéressant que j'appelle d'autres personnes avec moi. Peut-être elles ont envie de s'exprimer et en général, en fait, je laisse la place. En vrai, je leur propose, je leur force pas. Donc, je leur propose d'abord savoir si ça leur intéresse de bosser sur le projet, je leur pitch et après, on discute, on regarde ce que ça peut donner. C'est vrai que travailler avec des gens, c'est fabuleux. Moi, j'ai un mot que j'aime bien donner à ça, c'est le cerveau collectif. Et pour toute l'organisation de cet événement, l'affiche, le ticket de caisse qu'on a fait, j'ai travaillé avec Sol sur le ticket de caisse et moi j'ai donné l'inspiration, mais la forme du ticket de caisse même, c'est Sol qui l'a fait. Donc, même l'affiche, on a travaillé ensemble et il y a Mathéo qui a fait le logo, qui est d'ailleurs fabuleux, parce que moi le but que je lui ai donné, c'est vraiment juste inspire-toi de Bob l'éponge, inspire-toi du surréalisme, et je veux juste avoir un rapport en fait entre le réel et la fiction, c'est-à-dire l'aspect cartoon de Bob l'éponge, j'ai un aspect un peu plus réel, et lui m'a sorti un costume en carton. Jamais j'aurais eu l'idée. Du coup en fait ça ouvre en fait le champ des possibles parce qu'il a des perceptions différentes par rapport à eux, comment ils voient les choses en fait. Et du coup c'est hyper intéressant et c'est hyper nourrissant en fait. Que moi étant consultant pour des marques de vêtements, chaque fois que je vois leur univers en fait, ça met plus de clarté sur le mien, parce on n'a pas parlé de ça, mais je pense que c'est intéressant d'utiliser le mot clarté en fait, parce que c'est très important. Si après tu peux totalement jeter des éléments dans ton art, mais c'est intéressant de mettre des mots dessus. En fait, ça hyper nourrissant de travailler avec d'autres personnes. Donc je te rejoins totalement dessus. Il y a autre chose en fait qui est pas intéressant. C'est, on parlait de copie tout à l'heure, tu fais des séries sur des œuvres que tu aimes beaucoup. Est-ce que tu veux parler de ça et qu'est-ce que ça t'apporte en fait? Comme tu dis, je fais des séries. La dernière justement que j'avais sortie, c'était celle sur Star Wars. Où justement, en fait, j'avais re-regardé pendant ces vacances la revue. Levez-vous, Seigneur Vador. Je veux plus. Partons nous installer quelque part pendant qu'il est encore temps. Vous êtes en état d'arrestation, pensez. 3D de Star Wars. Je pense que ça m'apporte le fait de récolter, faire de la recherche en fait, et recapturer aussi les séquences de la fin du combat entre Obi-Wan et Anakin. Ça m'a permis de retravailler en fait tout ce qui est de la mise en scène et même comprendre indirectement comment la fin du combat a été chorégraphiée.
Et après, pareil aussi avec More Human, du coup, qui reprend le jeu vidéo de Hideo Kojima, du coup, C'est quoi pour eux-mêmes? Parce que peut-être tout le monde ne sait pas. Du coup, c'est un univers où post-apocalyptique, on va dire, où les humains en fait sont tous réfugiés en intérieur. En fait, personne vit à l'extérieur. Et ils essayent de survivre justement dans un monde où il n'y a plus vraiment de nature en dehors des murs. Et t'as des livreurs en fait qui permettent la survie de différents peuples partout dans le monde. Et là, on va suivre du coup une personnage qui s'appelle Tsune, qui est déjà une livreuse. Elle va justement permettre la survie de différents peuples tout le long de son parcours. Et en fait, c'est de l'exploration en fait. C'est de l'exploration. Du coup, tu disais, il y a Death Stranding d'Hideo Kojima, il y a Zelda aussi qui inspire ça. Ou... Oui, du coup, comme c'est aussi lié avec tout ce qui est décor, travail de voyage. Il y a aussi l'inspiration de Zelda, où pareil, il y a pas mal de ce travail aussi de localisation. Ça me permet indirectement de travailler tout ce qui est décor. C'est quelque chose que je faisais pas habituellement aussi. Et les déplacements du coup d'un espace à l'autre, et aussi pouvoir travailler sur la conception de différentes cultures aussi. Et du coup, comment tu fais pour travailler justement? On parlait d'observation, et quelle œuvre en fait t'inspire pour, je suppose Star Wars bien sûr, mais quelle œuvre t'inspire pour faire tes différentes tribus, tes différents mondes en fait? Comment tu le construis narrativement et visuellement aussi? On parlera de narration visuelle plus en détail avec Janaki, mais tu peux commencer de t'y introduire. Tout ce qui est jeux vidéo, du coup, ça m'inspire énormément. Mais après, aussi, comme je regarde pas mal de films aussi, les films aussi m'influencent énormément. Et après aussi, pour le travail de décor, ce qui m'a aussi permis de passer un cap et d'être beaucoup plus à l'aise aussi de travailler les décors, c'est le travail d'observation. En vrai, ça de base, je le faisais pas beaucoup il y a 2 ans de ça, et je m'y suis mis du coup il y a 2 ans de ça. Juste me poser dans des endroits et je dessine des décors, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Directement, je suis beaucoup plus à l'aise de bosser sur des décors, et ça permet aussi de poser un cadre visuellement pour les lecteurs. Donc c'est quelque chose à travailler, c'est important. Il reste pas beaucoup de temps, mais je vais finir avec ça. C'est du coup, parce j'ai oublié le nom du mangaka, mais qui en fait dans son process créatif, il prend des photos de ses voyages, d'environnement, de bâtiments, et il les réutilise souvent tel quel dans son art. Est-ce que c'est du coup quand tu dis que tu dessines des paysages, des moments, est-ce que c'est cette approche-là ou tu en as une autre? Oui, justement il y a Urasawa qui faisait ça aussi. Je sais qu'il a fait ça sur Monster, où justement il avait fait un voyage en Allemagne pour capturer les décors du manga. C'est ce que j'ai fait, je savais pas du tout, j'ai regardé le reportage juste après. J'étais parti justement en juin dernier avec Soul justement en Irlande. Il y a pas mal de parcours en fait de randonnée qu'on a fait, justement que j'ai repris dans le manga, et juste je les ai un peu retravaillés pour que ça colle plus à l'univers de l'histoire. Mais du coup c'est vraiment mon concept de travail, ou sinon je peux travailler avec des références déjà existantes que j'ai pas encore vues. Mais je trouve que c'est aussi intéressant d'avoir l'approche de faire le déplacement, de découvrir le décor, parce que tu peux vraiment le découvrir sous plusieurs angles, et voilà. Là, du coup, on va passer à Janaki, qui est son manga, et on va projeter quelques scènes qui font référence à son œuvre, du coup. Du coup, voilà, là, c'est les premières planches de Janaki. Moi, je pense qu'on peut commencer déjà que tu fasses une prémisse pour que les gens comprennent l'univers. Ça se passe dans une galaxie qui s'appelle Janaki, et il y a plusieurs espèces, du coup il y a plein d'extraterrestres, et on va suivre au départ l'histoire de Mahat, du coup qui fait partie de la tribu des Chipis, et son but à lui en fait c'est d'être le plus fort de la galaxie, pour faire simple, et il va se promener dans la galaxie et rencontrer tout plein d'autres extraterrestres puissants, et il va apprendre énormément sur lui. Ok. Avant que tu parles du processus qui a amené toutes ces idées et références, moi il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué, c'est « tous les jours se ressemblent bien que les gens soient différents ». Et d'ailleurs cette case aussi qui illustre bien cette ligne de dialogue.
Et justement, moi, ça m'a fait penser à un livre qui s'appelle Les Accords Toltec, qui est un livre qui a beaucoup fonctionné, mais bizarrement, parce qu'en fait, c'est un livre qui est hyper violent, qui parle de domestication en parlant d'éducation parentale ou même sociétale. Et t'as aussi Surréaliste qui parle de dressage. Et qu'est-ce que tu voulais dire justement avec ces dialogues et après avec ces cases-là où en fait tu nous racontes qu'en fait tous les jours c'est la même chose. Déjà, là, pour commencer, ça vient de Days Before Janaki, du coup, c'est le prélude du manga du coup, que j'ai fait l'an dernier. Là, c'est le chapitre 2, il me semble, que j'ai coécrit avec Samia, justement. Et le concept, en fait, c'est qu'on a eu une discussion, enfin, je l'ai déjà prévenu, en gros, que j'étais sur un chapitre du coup, de Days Before Janaki, et que je voulais que un personnage, du coup, Sky, qui se présente, et une discussion avec une random à propos de sa vie, parce que là justement le personnage va passer en fait un autre cap dans sa vie, et du coup on a eu cette discussion réellement, et indirectement ça donnait le chapitre du manga. Et là c'était une phase où justement j'étais en train de travailler en bureau, il me semble, du coup le chapitre du coup est né comme ça. Et indirectement, en fait, la majorité en fait, des persos de Janaki, en fait, toutes leurs actions, elles sont menées indirectement par leur, soit par leur, entre guillemets, éducation ou la société qui sont autour d'eux, ou justement parce qu'ils ont envie de se rebeller par les idées justement qui sont déjà préétablies tout autour d'eux. Certains en sont conscients et d'autres n'en sont pas conscients, et justement, c'est un peu ce qui va conduire toute l'histoire de Janaki. Et quand tu parles de bureau, c'est que il me semble que t'es en études de comptabilité. Ça, ouais. Exactement. Ok, du coup, en fait, quand tu parles de ça, c'est aussi tu parles d'un truc qui te touche toi, et toi-même, en fait, t'es dans cette démarche d'aller contre ça et de remettre en question. C'est plus la recherche personnelle, je vais dire, que remettre en question. Parce que indirectement, en tout cas moi personnellement sur cette période, on va dire que j'étais en période d'observation parce qu'en vrai j'étais pas trop en contact du monde professionnel, et comme les personnages aussi dans l'histoire, tout le long du manga ils vont se chercher. La réflexion, pour ceux qui se poseront des questions justement, il y aura toujours des questionnements sur leurs conditions sur le moment, est-ce qu'ils peuvent l'améliorer, est-ce qu'ils sont à leur place. Et là justement, cette perso elle a beaucoup d'ambition, et du coup ça va se traduire par ses actes justement qui vont l'emmener plus loin. Ok, et du coup on peut aller plus précis du coup dans le processus créatif. Au tout début, qu'est-ce que tu as mis en place, quelle pensée tu as eu, quelle action tu as mis en place pour commencer à créer justement Janaki, ou Days Before Janaki Alors pour Janaki en global, en vrai, le truc qui m'avait fait tilter, c'est que j'avais en fait dessiné d'abord le personnage principal, Mahad. Au début, j'avais gardé, je pense, le dessin pour moi pendant 4 mois, et je l'avais montré à personne, et à chaque fois que je revenais dessus, je me disais, en fait, il se passe quelque chose là. Genre, je suis sur quelque chose, et après, je me suis dit, en vrai, je kiffe à fond le dessin, et peut-être je devrais le montrer aux gens, et du coup, je l'ai posté sans nommer le personnage ou quoi, et les gens ont été réceptifs. Du coup, je me suis dit, en vrai, là, je suis peut-être sur un truc. Et juste après, en fait, j'ai fait un deuxième personnage. Et pareil, les gens ont été réceptifs aussi. Et le dessin m'a aussi personnellement touché. Et je me suis dit, en vrai, j'ai toujours rêvé d'écrire un manga. Peut-être je pourrais écrire son histoire au personnage. J'ai dit, je vais prendre peut-être plein de petites parcelles dans ma vie et un peu les mettre en manga, en dramatisant certains traits. Et c'est comme ça en gros que Janaki est né. Pour Days Before Janaki, là l'influence elle vient indirectement de Travis Scott, qui avait fait Days Before Rodeo avant de faire Rodeo. Et je me suis dit, en vrai ce serait marrant avant de faire Janaki que je fasse mon Days Before, et c'est né comme ça. Ok. Et du coup, comment tu construis justement, en général, on peut parler de Janaki précisément, comment tu construis tes personnages et comment tu les caractérises du coup Pour les personnages, là directement sur Days Before Janaki, j'avais envie de tester sur chaque chapitre en fait différentes approches de narration. Du coup, le premier chapitre, il n'y a absolument aucun dialogue. Le deuxième chapitre, justement, c'est la conversation où je suis avec Samia. Là, la nouveauté, c'est d'être en co-auteur sur
sur le chapitre. Le troisième chapitre, justement, pareil aussi, il y a la nouveauté, c'est que j'ai indirectement travaillé dessus avec Stellar Mani, où justement le personnage il va dans son univers. Le dernier chapitre, après je l'ai écrit tout seul. Et à chaque fois, du coup, il y avait une nouveauté. Peut-être j'étais assisté par une autre personne sur le process d'écriture. Et à côté, les personnages, j'essaye de leur donner deux, trois gros traits de personnalité, en tout cas sur cette era. Et après, en fait, je me concentrais que sur leurs gros traits de personnalité. Et en ce moment, pour la réécriture justement de Janaki que je suis en train de faire en ce moment, je vais un peu plus retravailler comme Araki, où justement j'aurai une fiche qui décrit correctement les personnages, et indirectement c'est ce qui va me permettre que l'histoire se déroule et que ce soit plus marrant aussi pour moi à travailler sur le long terme. Et du coup, tu trouves que dans ta caractérisation, il te manque des éléments pour pouvoir plus jouer et apporter de la profondeur à ton personnage? Ouais, c'est ça. Comme là, justement, je l'ai dit, sur Days Before Janaki, je me concentrais exclusivement sur leurs gros traits de personnalité. Ça veut dire qu'il n'y avait pas des personnages encore totalement aboutis. Ça fait que, limite, par moment, ils peuvent juste être... il y en a peut-être quelques qui sont plats. En fait, je suis que concentré sur un seul trait de personnalité. Alors qu'il y a plein de trucs qui peuvent être sous-entendus, en fait, par leur caractère, peut-être leur mode de vie, ou quoi. Et c'est quelque chose que je faisais peut-être pas attention avant. Et j'ai un ami qui s'appelle Matt, qui est en école de cinéma. En fait, lui, il fait un exercice, il fait une bible de personnages. Et en gros, il va aller chercher introverti, extraverti, comme tu faisais, il va se dire, il veut ça, ses désirs. Et en fait, il va aller encore plus loin, il va aller même acheter les vêtements en fait, de ces personnages. Il va leur dire, il aime ce type de musique, il réagit à des situations de telle manière. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la caractérisation de personnage, il y a comment tu reçois l'information. Par exemple, on te dit X truc, et comment après tu vas réagir par rapport à ça. Et du coup, lui, il utilise cet élément-là pour aller encore beaucoup plus loin. Et vraiment, il me disait même, il me racontait que même des fois, quand je revais pendant l'écriture, quand je revais dans la box, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que j'ai des souvenirs en fait de mon personnage, comme si c'était un souvenir de ma grand-mère, et c'est hyper intéressant en fait, parce que pour le coup, ça t'immerge en fait. Il y a ce mot immersion qui est hyper intéressant. Et voilà, c'est vrai que caractériser un personnage c'est très difficile, et du coup on revient à l'observation, parce que moi personnellement, vu que j'ai écrit aussi, comment je caractérise, c'est aussi beaucoup en regardant comment les gens agissent en fait, au quotidien, tu vois. Et encore plus quand je suis dans une phase d'écriture, où je vais voir, il a dit ça, pourquoi il a dit ça, comment il se ressent par rapport à quelque chose, comment il se comporte même dans son langage corporel, en fait, tout simplement. C'est vrai que c'est un exercice qui est très difficile, qui est très demandant émotionnellement, mais qui est hyper intéressant. Et même ce que je voudrais rajouter aussi par rapport à la caractérisation du personnage, indirectement aussi, ça va grave influencer le travail de décor. Par exemple, supposons qu'il ait sa maison, sa chambre ou quoi, après tu peux grave placer des petits éléments justement qui reflètent sa personnalité, ou même, je sais pas, tout simplement dans sa voiture, peut-être retrouver ses CD, si peut-être la voiture elle est en bazar, elle est sale, elle est propre. Ça aussi, ça permet justement de rajouter encore plus de vie, comme tu dis, au personnage. Et justement, indirectement, ça va mener à des discussions entre certains personnages. Je sais pas, t'as quelqu'un qui est très bavard, il rentre dans la voiture, il va dire « Ah, mais ta voiture, elle est dégueulasse, en fait. » Et justement, tu comprends que, lui, il est bavard et il aime bien tirer sur les gens. Et l'autre, il est dégueulasse aussi dans sa voiture, tu vois. Et c'est justement sur des petits trucs comme ça que, justement, là, je suis amené à travailler pour justement avoir ce truc où l'histoire, en fait, elle se fait juste, et moi, en fait, je suis en train de l'illustrer, quoi. Et voilà. T'es en train de parler de mise en scène, et la mise en scène, c'est tout ce que tu vois à l'image, donc ça va être le son, le costume aussi, la chambre, la voiture. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que moi, je suis hyper fasciné, en fait, des premières scènes de films. Chaque fois que je regarde, je me dis, ok, qu'est-ce que je vais comprendre, en fait, grâce à cette scène-là, comment elle a été mise en scène. Par exemple, il y a Millennium Actress de Satoshi Kon, où la première scène, en fait, t'as tout le film dedans. D'abord, t'as un lancement de fusée, et après, en fait, t'as un dézoom de la caméra, et tu vois qu'il y a un personnage qui regarde cette caméra-là, qui regarde ce film-là, pardon.
Et en fait, après, tu as le décollage de la fusée. En fait, au moment du décollage dans le film, en fait, t'as un tremblement de terre en même temps. Donc en fait, t'as ce rapport en fait, réel-fiction qui est hyper intéressant et tu le comprends directement. Et même, pour revenir au personnage, t'as une fascination en fait, de ce film dans le regard du personnage qui fait qu'il me caractérise immédiatement en fait. Et c'est vraiment 4 secondes, 5 secondes du plan en fait. Donc c'est hyper intéressant. Ouais, et comme tu dis justement, bah, indirectement, Satoshi Kon, c'est quelqu'un qui m'a mis sur la voie de. Ok, bah, notamment dans Millennium Actress, t'as ce personnage justement de reporter qui tout le long en fait va interviewer la princesse. Au tout début, je me dis, mais c'est un reporter, mais il a l'air un peu trop passionné. Enfin, peut-être qu'il était sur le tournage aussi. Et après, bah, justement, tu découvres qu'il était aussi sur le tournage. Et c'est là, je me suis dit, mais en fait, c'est super intéressant d'avoir tout ce truc tout le long. En fait, le personnage, il est très fasciné. Et après, bah, tu vois qu'en fait, il était aussi là pendant toute la carrière de l'actrice. Pareil, ça, on a aussi ça un peu avec Across the Spider-Verse et Into the Spider-Verse. Le fait d'avoir justement dans ces films animés énormément de caractérisation de personnages, bah là je me suis dit quelque chose qui pourrait être beaucoup plus poussé aussi sur papier. Peut-être on le voit pas assez, ou peut-être je suis pas encore tombé sur une œuvre qui le fait aussi bien, mais ouais, c'est quelque chose du coup qui est super important. C'est vrai qu'en plus dans l'animation et dans le dessin, t'as beaucoup plus de liberté que sur une prise de vue réelle, à part c'est du budget. Mais pour revenir à ce rapport réel-fiction en fait, de Satoshi Kon, ce qui est hyper intéressant, c'est clairement surréaliste. Et qui est un de mes mouvements préférés. Et en fait, le surréalisme, c'est deux états, c'est le réel et le rêve, qui est hyper intéressant. Et je dis ça, mais je crois qu'on voit pas encore la case, parce qu'en fait, dans Days Before Janaki, t'as 3 personnages qui vivent la même chose. Et tu sais que c'était la case où en fait t'as 3 personnages de dos, et en fait les 3 se font frapper, tabasser par un groupe de personnes, et mais ils réagissent de manière différente en fait. Ouais, c'est ça. Du coup, oui, en fait. Ouais, c'est un peu comme je disais tout à l'heure, ce rapport avec le temps justement, où tu suis, là c'est le premier chapitre justement où il n'y a aucun dialogue et tout est en images. Et là justement tu as ces 3 personnages comme tu dis qui tabassent Mahad, le personnage principal. Et c'était quoi la question? La question c'est pourquoi en fait, qu'est-ce que tu voulais raconter avec ces cases-là en fait? Oui, justement, je voulais parler justement de l'évolution de la mentalité du coup de Mahad, qui, on va dire en gros, était une victime. Aujourd'hui, il a décidé de se rebeller, quoi. Il a envie de passer à l'action, il passe à l'action. Mais c'est trop marrant de le mettre en scène comme ça du coup, parce que du coup il y a une ambiguïté qui est hyper intéressante, parce que ces 3 personnes différentes, en fait quand tu regardes les détails, en fait ils ont le même costume, il y a des petites différences, il a une genre de polaire, il y en a un qui a une genre de polaire, même dans le chara-design c'est hyper différent. Et du coup c'est super intéressant de le mettre en scène comme ça. Mais du coup, si on peut recadrer un peu sur la narration visuelle, tu vois, parce qu'on parlait de décor, là, justement, mais c'est cette case qui est complètement folle, et qui a du coup inspiré le musical, je suppose. Du coup, comment tu travailles justement, comment tu as travaillé avec des Before Janaki, comment tu travailles maintenant sur Janaki, ta narration visuelle justement pour caractériser tes personnages? Tout ce qui est personnage et décor, en général, je m'inspire de jeux vidéo. Ratchet & Clank, Jack & Dexter, c'est surtout en vrai des jeux auxquels j'ai joué, ou sinon des films d'animation, enfin des choses qui m'inspirent, ou sinon je peux reprendre aussi des gens de mon entourage et les retravailler. Là par exemple il y a Samia qui a coécrit, et après oui, je redessine mon quotidien. En fait à des moments, j'ai juste mon carnet de croquis, je dessine, j'ai une idée en tête, je la dessine. Et après, si je me dis que ça peut rentrer dans Janaki, ça rentre dans Janaki. Et après, par exemple, un truc tout bête, à un moment, j'avais posé du coup pour la marque Twist de Soul. Et le gilet, il tabassait, franchement, je l'ai mis à Mahad et c'est devenu sa tenue, quoi. Et justement, il y a un élément, en fait, vu que du coup, j'ai découvert Star Wars en préparant du coup la discussion, parce que j'avais toujours pas regardé. Et en faisant des recherches derrière, je me suis dit, est-ce que ton histoire elle est inspirée du monomythe? Dans le sens où, en gros, qu'est-ce que c'est un personnage. Donc, la première scène, c'est un décor lambda du quotidien. Et après tu as un appel à l'action qu'un personnage, par exemple Obi-Wan dans Star Wars. Et après, du coup, il va aller vers un lieu qui est exceptionnel, un lieu exotique, un lieu qui est
qui est plus grand que son lieu d'origine. En fait, dans les premières cases, là on les voit pas, mais dans les premières cases, il y a la scène du parc, et après en fait on voit Mahad qui est vraiment devant une grande créature qu'on a vu passer tout à l'heure. Est-ce que dans ton processus créatif, tu as pensé à ce monolithe-là ou pas? Je n'avais pas du tout pensé, mais j'avais déjà entendu, j'avais entendu déjà la théorie, mais indirectement, je pense que je m'en suis un peu détaché. Je l'ai mise à jour, on va dire, parce que en vrai, je vais un peu spoiler en fait le début de Janaki là, si je. Ah, ça doit se voir. Mais en gros, au début, oui, il y aura cet appel au voyage, ouais, mais ça va plus être une menace qu'un appel à sauver. Parce que souvent c'est sauver une princesse ou quelqu'un. Ouais, là ça va plus être négatif, mais il va vouloir partir. Et du coup, justement, dans cette construction de l'histoire, est-ce que tu as une approche en fait qui est, j'ai envie de dire, instantanée, dans le sens où tu te poses devant ton personnage, devant tes cases, et tu dessines, ou t'as plus une préparation en amont? En vrai, ça va dépendre de l'histoire. Après, là, justement, sur Janaki, j'ai grave envie que ce soit beaucoup plus instantané. D'où le fait que, justement, je retravaille tout ce qui est caractérisation des personnages pour que ce soit beaucoup plus fluide, comme ça va être beaucoup plus long. Et histoire que ce soit pas relou pour moi aussi de travailler dessus. Par contre, par exemple, pour More Human, il y avait toute cette partie de retravail, comme c'est déjà inspiré d'une œuvre existante, et que moi aussi je voulais apporter encore plus de profondeur à l'univers. Là, du coup, c'était beaucoup plus de réflexion, savoir jusqu'où je voulais aller, d'autant plus que c'est court. Mais Janaki, après aussi, il y a pas mal de réflexion, à la mesure où je connais la fin, entre guillemets, mais il faut que je puisse y aller de manière que ce soit fluide. Ouais. Du coup, c'est pour ça que je travaille énormément la caractérisation des personnes. Et il y a une phrase du coup dans le documentaire qui est sorti il y a 2 jours sur Miyazaki, qui disait que je connais l'histoire, mais je connais les éléments de l'histoire, mais je connais pas l'histoire. Du coup, c'est cette approche-là, parce que Miyazaki, il travaille constamment en fait sans savoir en fait la production est lancée et en fait il fait l'histoire en même temps. Du coup, c'est cette approche-là que tu vas avoir. Ouais, exact. En plus, on avait regardé le documentaire Le Garçon et le Héros ensemble, et ouais, je me suis totalement vu dans son travail, genre dans le fait que en fait le film est lancé, il y a toute l'équipe qui travaille en fait sur le film, et lui, il n'a pas encore fini le storyboard. Ou peut-être il l'a fini, mais après il y a des choses qui vont être modifiées en cours de production. Je me suis grave vu dans ça, dans la mesure où je vois la fin, mais si, je sais pas, dans 1 ou 2 ans, j'ai envie de modifier quelques éléments avant la fin, je vais le modifier. Et c'est aussi indirectement une raison pour laquelle j'ai envie de garder le libre arbitre sur mon travail. Du coup, je vais le faire en auto-édition, tout seul, dans mon coin. À la mesure où j'ai envie, si sur le moment en fait j'ai envie de modifier des éléments dans l'histoire, je les modifierai parce que j'ai envie en fait. J'ai pas envie que quelqu'un prenne la décision, ah non ça c'est pas bien, tu devrais modifier, parce que sinon ça va pas plaire aux gens. Et voilà. Et c'est intéressant parce que du coup moi j'étais il y a 2 mois à un festival de cinéma et justement il y avait un réalisateur qui parlait beaucoup de cet aspect-là, du spectateur. Et moi du coup j'avais posé la question, mais comment tu fais en fait pour intégrer le spectateur dans ton œuvre quand tu parles de quelque chose qui est très vulnérable, qui est très personnel? Comment tu approches ça toi? Du coup, tu te fais plaisir totalement sans vraiment y penser ou tu l'intègres quand même dans la construction de ton histoire? Je sais que, en fait, mon travail il va pas plaire à tout le monde déjà. Ça c'est quelque chose que je me dis d'office en fait. Ça va pas plaire à tout le monde et en vrai, si je me fais plaisir et que j'ai envie d'apporter de la profondeur à l'œuvre, j'apporte de la profondeur. Et après, de toute façon, il y a toujours des gens pour aimer les choses simples. Ça dépend des gens, donc c'est pas. Je fais quand même attention au fait que ça peut plaire aux gens, ou il y a des choses qui peuvent pas plaire, mais j'essaie de me faire plaisir avant tout. Mais tu te censures pas, tu te dis pas, je vais faire une œuvre qui va toucher à beaucoup de personnes, c'est beaucoup plus niche, du coup tu pars vraiment à fond ton délire et que ça plaît ou ça plaît pas. Ouais, c'est ça, ça plaît ou ça plaît pas, et de toute façon, comme je touche un peu à tout, du coup il y aura peut-être quelque chose d'autre qui va plaire aux gens, donc je me fais pas de soucis dessus. Et
Du coup, c'est quoi les thèmes de Janaki? Les thèmes du coup de Janaki, c'est la recherche personnelle, du coup, enfin la recherche personnelle, comprendre la vie. Après, il y aura du coup noir, ça va être assez violent aussi. Le voyage, énormément de voyages, la découverte. Ouais, en gros, ça va surtout être de la recherche personnelle, comprendre comment le monde fonctionne aussi, les interactions avec différentes civilisations. Et est-ce qu'il y a des œuvres, des livres, des films, peu importe, des jeux vidéo qui inspirent le ton justement de... Que tu parles d'humour, du coup tu parles de violence, est-ce qu'il y a des œuvres comme ça dans Hideo Kojima, tu sais que c'est plutôt violent, est-ce qu'il y a des œuvres qui t'ont inspiré le ton? Le ton, le manga qui a influencé ça, j'étais en train de lire Nana, et en fait, dès le début, on me dit c'est un drame, elle a disparu et tout. Moi ça m'a grave choqué, je me suis dit mais je m'attendais pas à ça. Tout le monde dit que c'est grave bien, et d'office en fait on me dit qu'il se passe quelque chose de super grave. Et après, je tourne les pages et tout, et c'est super joyeux. Du coup, je me suis dit, mais là, ils ont créé une tension d'entrée tout le long du manga, les premiers chapitres du moins. Ça a l'air assez joyeux. Et après, c'est de la vie aussi. Du coup, il y a des moments de tristesse et tout. Mais ouais, il y a ce truc où il y a une tension un peu qui laisse un goût amer. Du coup, je me suis dit, en vrai, c'est super intéressant et le manga est incroyablement écrit. Du coup, je me suis dit, mais ce serait intéressant d'avoir ça, peut-être avec un shonen, seinen. D'ailleurs, ouais, c'est une bonne question, c'est du coup un shonen seinen. Ouais. Tu prends un peu des codes un peu partout. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Et ouais, il y a un autre truc aussi qui m'a beaucoup intéressé, c'est dans l'aspect narration visuelle, tu vois, quelle est l'ambition du coup, parce qu'on a vu des scènes de Spider-Man, c'est totalement fabuleux, ils sont partis très loin dans l'animation, même complètement inventé, et Fred a chapeauté derrière qui a suivi, qui est fabuleux aussi. Quelle est ton ambition justement sur ces décors-là et sur cette narration visuelle? Est-ce que tu comptes réinventer quelque chose ou tu vas prendre des éléments et à quel point tu vas mettre de l'intention dedans? À ce niveau visuel, là le chapitre 3 justement, je pense que c'est une bonne illustration de ce que je voudrais faire. Du coup, là j'avais sur le chapitre 3, du coup, il est inspiré du coup du taf de Stellar Mani, où justement mon perso il se retrouve sur la planète Stellar. C'est quelque chose que j'ai grave envie de développer dans la mesure où, d'un espace à l'autre, il y aura potentiellement un style graphique différent en fait. Ça veut dire le personnage il va arriver dans une planète et peut-être le style graphique il va totalement changer en fait d'une autre planète. Sinon ce seront les trames qui vont totalement changer d'une planète à l'autre et c'est quelque chose que j'ai grave envie de tester, pouvoir tester même différents styles de travail sur le manga. En vrai ça serait intéressant. En vrai ça je me laisse encore réfléchir mais c'est une idée que j'ai déjà en tête et que je dois encore explorer. Et tu vas explorer du coup, on a vu la scène avec le comics, on a vu la scène avec l'aquarelle, est-ce que tu vas aussi l'explorer avec des outils différents, ou tu vas rester au stylo Je pense que je vais rester sur... Non, en vrai je vais un peu tester de tout, dans la mesure où je sais qu'il y aura des... de toute façon dans mon travail créatif en manga, je sais que je dessine la majorité sur papier. Et après, tout ce qui est trame, je le fais en digital. Donc la partie digitale, je pense que ce sera plus les trames qui vont changer d'une planète à l'autre. Mais après, en outil, je pourrais potentiellement changer d'outil de travail, peut-être utiliser des pinceaux ou peut-être du feutre fin que de la plume. Et justement, j'ai exploré ton Letterboxd, et à un moment tu disais qu'il y avait beaucoup de thèmes que tu aimerais utiliser sur Across the Spider-Verse. Parce que t'as le thème de la famille, et t'as le thème aussi qu'on disait juste avant, t'as le conformisme et t'as la volonté de partir qui est Miles, il veut partir, il veut évoluer, et ses parents ils sont beaucoup plus, ils veulent juste rester comme ils sont dans leur confort. D'ailleurs, il y a une scène qui est fabuleuse où t'as Miles qui discute avec sa mère elle est côté sa maison, et t'as Miles qui est côté la ville, et t'as une profondeur de champ qui est hyper intéressante. Et
comment en fait les thèmes justement de Spider-Verse influencent justement le personnage de Mahad et l'œuvre Jareki, si elle influence. Oui, il y a une grosse influence, notamment sur le personnage de Mahad, mais j'ai pas trop envie d'en parler, sinon c'est du spoil. Mais en gros, il y aura une partie de toute façon où pareil, il y aura une sorte de retour dans le temps pour un peu comprendre d'où sa mentalité lui vient, mais une fois que pas mal de choses se sont passées aussi, du coup ça c'est prévu déjà, mais ouais, du coup ça influence aussi sur le travail justement de caractérisation du personnage, de tout son vécu, et même pas que Mahad aussi. Il y aura un autre personnage aussi sur la Terre où pareil, il y aura tout un travail sur sa psychologie parce qu'il s'est passé pas mal de choses aussi dans sa vie. Et du coup j'aimerais bien, parce que c'est bientôt fini, et j'aimerais bien aussi qu'on repart sur un terme qui moi m'intéresse beaucoup, c'est tu ne crées pas uniquement quand tu crées. Du coup en fait, quelle était ta routine en dehors de la création de Jareki et est-ce qu'elle a influencé Jareki? Parce que moi je sais que souvent quand je travaille, en fait, des fois je vais partir à un festival de cinéma, aller au cinéma ou juste discuter avec mes amis et ça va directement changer l'œuvre que je suis en train de créer. Par exemple, tout à l'heure, je lisais une discussion entre Hitchcock et Truffaut. Et Hitchcock, il disait qu'il avait fait un film muet parce qu'en fait, dans sa mise en scène, ça marchait très bien. Moi, je suis en train de commencer à écrire une nouvelle, un court-métrage. Du coup, je me suis dit, mais en fait, ça serait pas intéressant justement d'aller utiliser du coup le muet et du coup le burlesque pour aller chercher vers Chaplin. Et est-ce que tu as des éléments comme ça dans ta création de Death Before Jareki, comme ça on ne se spoil pas, qui a influencé ton œuvre? Il y a des choses, c'est vraiment mon quotidien qui m'a inspiré. Ou pareil, de toute façon, au quotidien, juste la vie en général, ça m'inspire énormément. Enfin, je sais pas, je sors du taf, je vais au ciné, sinon je regarde des gens passer et tout, j'écoute des discussions dans les transports, ça peut m'inspirer, ça aussi. Même jouer aux jeux vidéo. Même quand je crée pas, en fait, mon cerveau il travaille, il retient pas mal d'éléments et une fois que j'ai mon feutre et ma feuille, je dessine ce qui me passe par la tête. Enfin, mon quotidien, en fait, en général, même quand je suis au taf aussi, ça peut m'inspirer de raconter des histoires. Et indirectement aussi, ça motive. Et qu'est-ce que je voulais dire Oui, voilà. Et en fait, ok. Du coup, ça fait que là, ce qui pourrait du coup être intéressant, c'est de repartir au moment où tu as pu avoir des difficultés et comment tu as trouvé des solutions justement. Parce que j'ai lu ton carnet de notes, il y a beaucoup de passages, tu disais, ah ça j'y arrive pas, et du coup je vais mettre ça en place. Dans le processus créatif, j'ai l'impression qu'il y a cette analyse constante et cette itération constante. Est-ce que tu peux parler un peu de ça, genre si tu veux faire un exemple et comment tu as pu le résoudre créativement? Par exemple, sur la partie décor, je travaillais pas tant que ça les décors. Pour y remédier, du coup, je me suis dit, je vais prendre mon carnet et je vais aller dehors, dessiner le décor. Et après, c'est pas grave, je rate, mais au moins je vais essayer. En fait, je me motive à toujours essayer quand je suis en difficulté. Et après, j'ai eu à toujours aussi observer des personnes qui sont entre guillemets en place dans le domaine aussi. Le fait de les observer aussi, c'est motivant et je peux prendre exemple sur eux, même sur leur méthode de travail. Et après, de toute façon, comme je l'avais dit, j'écoute pas mal de podcasts et je regarde pas mal de documentaires sur YouTube et tout. Du coup, après, il y a d'autres artistes aussi qui donnent des tips et tout sur comment travailler au quotidien et c'est ce qui m'a permis et ce qui me permet aussi de progresser. Et c'est vrai que t'as ce truc-là qui est hyper intéressant, que tu m'as mis complètement dedans, c'est acheter des artbooks pour voir le processus des œuvres. Et du coup, ça, c'est une partie très intégrante au travail. Et du coup, en fait, quand tu fais face, c'est une question et une affirmation en même temps, quand tu fais face à une problématique, tu as déjà des solutions parce que tu as déjà emmagasiné beaucoup de choses. Et d'ailleurs, en tout cas, là, tu disais que tu faisais des journées entières où juste tu regardais des documentaires. Donc, ça tu confirmes que ça c'est un truc très intéressant à faire pour justement se développer et avoir des solutions. Ah ouais. Et surtout le truc avec les artbooks, ce qui me fascine énormément, c'est j'ai l'artbook du coup à proximité de moi et dès que j'ai un problème, je sais que ok il y a l'artbook, du coup je peux le prendre, qu'il y ait du réseau ou pas de réseau, je me prends, je me pose, je peux rester au moins 20-30 minutes
dessus, enfin des petites esquisses, et après je reprends l'artbook. Je vais faire cet aller-retour alors que sans être dispersé, alors que si je suis sur Pinterest, sur PC, après je me dis peut-être je devrais voir l'onglet Instagram, peut-être il y a quelqu'un qui a répondu en commentaire, ou peut-être j'ai reçu un message important. Du coup là c'est bien, je peux un peu me déconnecter avec le livre en physique. Et ouais, comme tu as dit aussi, il y a le processus aussi pour certains artistes qui sont notés. Du coup ça aussi c'est super enrichissant et c'est de l'expérience aussi d'autres personnes. On apprend aussi de leur expérience pour ceux qui donnent en information. Et pareil du coup pour tout ce qui est vidéo YouTube. Par exemple, je sais qu'il y a Urasawa qui a sa chaîne YouTube où justement il donne des tips à d'autres mangaka. Mais ouais, ça aussi ça aide énormément et ça m'a aussi énormément aidé sur Moriomen, sur tout le travail de mise en page pour avoir cette fluidité, par exemple sur l'enchaînement de pages, comprendre ok là je dois placer la tête du personnage comme ça pour que indirectement ça guide la tête du lecteur sur la case suivante ou vers la page suivante, des petits trucs comme ça. Genre c'est un peu bête entre guillemets, mais en vrai ça aide à avoir une bonne lecture de l'œuvre. Ok. Je pense que là on peut passer aux questions du public. Si vous avez des questions, on va passer le micro. Et moi ma question c'était, en tant que personne qui veut créer, etc., il y a une grosse majorité du temps où je pense à notre niveau on essaie de s'inspirer et savoir la frontière entre m'inspirer et passer à l'action, c'est ce qui est plus important et je pense plus difficile pour la plupart des gens. En vrai, tant que tu produis de ton côté, genre tu t'inspires, tu peux copier, au tout début surtout, et après, en vrai, dès que tu ressens le besoin, je pense, de le partager, partage. Genre, te casse pas trop la tête. Genre, j'ai quelques connaissances en vrai qui sont graves, bouillants, et juste ils ont pas envie de montrer leur travail parce qu'ils ressentent pas le besoin en fait tout de suite de le montrer. Du coup, en vrai, là, faut vraiment s'écouter soi-même. Je dis au quotidien un truc, c'est que l'art, en vrai, ça te représente toi. Ça veut dire si t'as pas envie de le montrer aujourd'hui, le montre pas, te force pas. Et dès que t'en ressens le besoin, donne. Et voilà, après tu seras plus tranquille, je pense. Et justement, pour cette frontière-là, moi, ce que je fais, c'est que j'aime bien avoir des projets très long terme et des projets très court terme. Où justement, genre, il y a ce mot instantané qui là, je réfléchis pas trop. Du coup, je produis, mais du coup, sur les projets long terme, je peux beaucoup plus documenter. Et ce qui fait qu'en fait, il y a un équilibre entre les deux, qui fait que je pratique, du coup, j'itère, je me pose des questions sur mon art, du coup, et je peux avoir des informations, je peux remettre plus de clarté, mais du coup, tu as des projets très court terme où j'applique mes références, j'essaie de développer mon style, et cet équilibre, il est plutôt intéressant. Peut-être que ce ne sera pas ton équilibre à toi, en tout cas, moi, je l'ai trouvé comme ça, et c'est plutôt pas mal. Bonsoir. Dans un premier temps, merci pour ton intervention. Merci de partager ça avec nous, c'est incroyable. Est-ce que tu pourrais décrire ton manga en 3 mots, s'il te plaît? Action. Découverte. Et galaxie. Parfait, à décrire ça alors. Par rapport à la construction de l'univers de ton manga, ça a commencé du coup à écrire justement les règles de ton univers ou tu as plus commencé par travailler les personnages? En vrai, j'ai plus travaillé d'abord les personnages et indirectement tout ce qui est univers c'est venu juste après. Vu que c'était déjà un extraterrestre, je savais que ça allait se passer dans plein d'autres planètes. Du coup, je me suis pas tout de suite posé la question, ok, je vais faire les règles des planètes. Et d'où le fait justement que j'ai fait Days Before Janaki d'abord. Et ouais, du coup, c'est d'abord le travail de personnage. Comme ça, j'ai mon cadre pour raconter les histoires et après les planètes. En fait, je pense que j'ai pas assez apporté de détails à ma question. Je parlais par exemple du système de cultivation, s'il y avait des pouvoirs ou autres. Ouais,
Ouais, ça je l'ai plus travaillé après justement, ouais. Tout ce qui est règles. Parce que après en gros, j'explique vaguement, il y a un pouvoir qui s'appelle le potentiel, du coup que. En vrai, tous les personnages sont sensibles au potentiel, mais il y en a qui ont une affinité plus forte au potentiel que d'autres. Et après, bah, ce sera expliqué plus tard, mais après, il y a tout un travail de compréhension de soi pour pouvoir le travailler. Et bah, ça, par exemple, en vrai, ça, la règle, je l'ai fait en plein Days Before Janaki, justement, à la planète Stellar. Mais ouais, du coup, bah, je me suis laissé le temps, justement, de travailler ça plus tard. Comme ça, d'abord, j'ai les personnages, le cadre, et après, tout ce qui est pouvoir, juste après. Bonsoir et merci pour votre échange. Moi j'ai une question, quand je vois ta planche, juste là ça me fait vachement penser au manga Blame. J'ai une question pour toi, parce qu'en fait c'est un manga où il n'y a quasi pas, voire très très peu de dialogue, et je trouve ça hyper intéressant parce que dans cette planche-là, il y a plein d'émotions qui sont retranscrites par tes dessins, par ton décor, ou même le vide de derrière. Est-ce que toi tu pourrais envisager de faire un manga où genre qui est vraiment pas de dialogue, etc. Totalement. Et déjà, en plus, Blame, c'est une de mes inspirations justement dans le travail des décors. Ça se voit, ça se voit. En plus, c'est Amani qui me l'a recommandé. Et justement, c'est une des raisons justement pour lesquelles Days Before Janaki, le premier chapitre, justement, a aucun dialogue. Parce que je me laisse grave la porte de pouvoir travailler justement sur des œuvres sans dialogue. Et ouais, en plus, de toute façon, il y aura un chapitre de Mario Man où il n'y aura pas de dialogue. Donc, ouais. Bonsoir. Alors moi aussi j'ai une question. Merci pour cet échange, c'était hyper intéressant. Moi j'ai été saisie par ce que tu disais justement pour le processus créatif. Je trouve que c'est hyper intéressant quand tu dis qu'en fait tu ne te poses pas forcément la question sur ton histoire. Tu as déjà la fin apparemment, ce que tu disais tout à l'heure. Et ensuite donc tu dessines, tu crées, tu t'informes, enfin, tu te nourris. Et ça te stresse pas du coup de pas avoir, je sais pas, par exemple, si tu as déjà la fin, j'imagine que tu as une chute, mais ça te stresse pas je sais pas, est-ce que des fois tu te poses pas la question, est-ce que ça va être intéressant, pas intéressant, est-ce que je vais pas m'enfoncer dans un truc qui finalement me mène nulle part, enfin, je trouve ça, je dis ça parce que moi justement quand j'écris des fois des trucs, c'est ça qui me stresse et qui parfois peut bloquer ma créativité, donc ça m'intéresse de savoir comment tu gères ça. Non, c'est grave une question intéressante. Et justement, là, sur Mario Man, justement, j'ai eu un petit battement de 2 mois où j'ai pas dessiné, alors que j'avais tout storyboardé, justement. Parce que, justement, c'est peut-être un peu trop structuré, on va dire. Et du coup, en fait, je connais déjà la fin, limite, en fait, j'ai un peu de mal à la dessiner, là, on va dire. Enfin, j'avais un peu de mal. Là, je sais que c'est bon, je vais me lancer, enfin, je suis lancé. Et après, comme c'est une œuvre un peu plus longue, je me dis, en fait, si tout est... En fait, c'est comme si je suivais tout le temps un plan de recette, en fait, et suivre toute une recette pour dessiner, en fait, ça doit être barbant de ouf, en fait, je me dis sur le long terme. Du coup, je me suis dit, en fait, je vais juste travailler les personnages et l'histoire va couler. En fait, ça va être d'autant plus amusant, en fait, comme ça, je pourrais expérimenter, je me laisse pas... Enfin, je m'impose pas de limite en fait à ce niveau. Du coup, en fait, là, je me sens beaucoup plus libre. Même là, de travailler sur tout ce qui est écriture de personnages et d'univers, en fait, moi, ça me permet d'être beaucoup plus libre et plus à l'aise pour avoir toute l'histoire. Tu fais vachement confiance à ce que tu ressens en fait. Tu veux te faire plaisir avant tout. Et... Ouais, c'est ça, voilà. C'est cool. Merci. Bonsoir, merci beaucoup pour l'entretien, c'était vraiment super intéressant. Moi j'adore les outils dans la création et est-ce que tu pourrais nous parler de ta routine de travail, avec quel outil tu travailles? Tu disais que tu commençais d'abord sur le papier et qu'ensuite tu retravaillais sur l'ordinateur, du coup quel outil tu utilises, quel logiciel tu utilises? Je travaille majoritairement sur papier, du coup je fais du petit format, du grand format aussi. Enfin, c'est plus récent le grand format. Du coup, comme j'ai dit, je revois les bases et tout.
je travaille les perspectives. En ce moment, je travaille pas mal tout ce qui est perspective 3D, enfin fisheye, le travail de perspective. En outil digital, ce que j'utilise, c'est Clip Studio et Photoshop. En vrai, Clip Studio, là, j'apprends du coup pour le manga. Mais sinon, j'utilise surtout Photoshop pour tout ce qui est appliquer les trames, comme en vrai, c'est ce que j'utilise constamment, comme je fais aussi un peu à côté du montage. Photoshop aussi, je l'utilise pour la partie edit du coup du manga. Et après, en outil de travail, j'utilise du feutre, de la plume, l'aquarelle. Là, en ce moment, je peins à l'huile. En vrai, je touche à tout un peu. Ouais. Feutre aussi. Ouais. Voilà. Merci. J'ai une question. Juste devant toi. Non, là, vas-y. Bonsoir, merci pour ce partage déjà. Je voulais savoir quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui aimerait se lancer mais qui a peur du regard des autres, puisque quand on crée, la création, l'art c'est plutôt intime et on laisse les autres rentrer dans notre intimité. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui a un peu peur du regard des autres du coup? Lance-toi, mais montre pas. En vrai, moi j'ai pas mal de potes dans mon entourage qui dessinent mais qui montrent absolument pas leur dessin. Même moi je leur dis, mais vas-y, montre, frère, je sais, c'est pas grave si c'est raté et tout. De toute façon, tu vas évoluer à force de pratiquer. Du coup, franchement, lance-toi, juste montre pas. Franchement, prends pas de photos, montre pas. Genre, limite, tu commences et tu dis à personne que tu commences en fait. Genre, c'est pour toi, comme c'est l'expression, tu t'exprimes, c'est juste pour toi pour le moment, tu gardes pour toi, franchement, c'est aussi simple pour moi. Je suis complètement d'accord avec ça, et en plus, en faisant ça, en fait, tu vas prendre confiance et tu vas gagner en clarté sur ton art, et du coup, tu seras beaucoup plus à l'aise d'aller montrer. Et après, il y a un élément aussi qui est intéressant, c'est que du coup, tu auras l'occasion, si tu ne montres pas, d'être dans une zone confortable, et surtout d'avoir des informations sur pourquoi tu as peur du regard des autres. Et ces informations-là vont te permettre d'aller travailler, d'aller le remettre en question, et après, avec le temps, avec la confiance, tu pourras montrer et être totalement à l'aise, même en termes de potentiel créatif. Voilà. Et moi j'ai juste une question, déjà merci pour l'échange, c'est plus au niveau de l'organisation. Je sais pas si tu fais 200 pages ou je sais pas si tu as une limite de pages par tome ou par chapitre, et je voulais savoir comment tu procédais par mois ou en général comment tu t'organises. En vrai, moi vu que je travaille surtout par chapitre, en vrai là ça dépend des chapitres. Sur Days Before Janaki par exemple, chaque chapitre c'est 10 à 12 pages. Là sur More Human, t'as des chapitres qui font 30 pages. En vrai ça va dépendre sur More Human, mais après sur Janaki en final, je pense que ça va faire comme un manga basique, 24 à 22 pages. Hein. Et garder ça en contrainte. Et du coup sur un an, tu veux finir les projets, tu veux aboutir, comment ça te... Sur un an, en vrai, Janaki, j'espère commencer l'année prochaine. Et l'objectif, ce serait par année de faire 1 à 2 tomes. Du coup, en vrai, c'est beaucoup. En vrai, c'est peu. C'est un bon rythme. Ouais, en vrai, c'est petit, je pense. Je trouve. En vrai, c'est tout le temps dessus, ouais. Si tu fais d'autres choses. Ouais, mais je fais d'autres choses autour, justement. Justement, là, l'objectif, ça serait de faire 1 tome par an. À partir de 2026, du coup, comme ça va commencer courant en 2025. Et après, de toute façon, autour, j'ai dessiné d'autres trucs. Donc, c'est parfait. On est complètement cassé à une séance. Du coup, merci d'être venu. C'était super.